Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 17. Statut cohabitant, où en est-on ? Appelé revenu rouge à lèvres ou revenu coiffeur lors de sa création dans les années 80, le statut de cohabitant a d'abord impacté uniquement les femmes, créant chez elles une dépendance économique et financière vis-à-vis de leur mari. L'idée à l'époque était de réaliser des économies littéralement sur le dos des femmes. De nos jours, le statut de cohabitant concerne près de 500 000 Belges, appartenant à toutes les catégories de population, de tous les âges, ainsi qu'une majorité de femmes. Il a été démontré que le statut de cohabitant nuit à toutes les formes de solidarité, que ce soit entre amis, entre colocataires, dans la famille, parents-enfants et vice-versa. On pense par exemple à une maman obligée de mettre dehors son fils, au risque de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses autres enfants. On pense aussi aux familles monoparentales qui voudraient colouer un logement ensemble, un schéma de vie qui est de plus en plus fréquent, le statut de cohabitant entraînant une perte des allocations sociales. On pense aussi aux pensionnés percevant une petite retraite, qui aimeraient vivre en habitat groupé, mais qui sont dissuadés de le faire. En 2022, le PAC et le MOC ont lancé une campagne pour remobiliser autour de la suppression du statut de cohabitant, en lançant notamment la plateforme stopstatucohabitant.be. À la veille des élections européennes, régionales et fédérales du 9 juin, nous avons rencontré Julien Gras, secrétaire politique au MOC. Avec lui, nous faisons le point sur les actualités et avancées concernant le statut de cohabitant. Vous l'avez dit, la lutte pour la suppression du statut de cohabitant, c'est un long combat, plus de 40 ans désormais. Donc il y a déjà beaucoup d'associations qui ont travaillé là-dessus, notamment des mouvements féministes, des syndicats, le CAL, le réseau Wallon lutte contre la pauvreté, et il y en a bien d'autres à citer, etc. Nous, depuis 2022, et depuis qu'on a lancé cette campagne avec PAC, et en début 2023, fin 2022, la plateforme avec le réseau Wallon lutte contre la pauvreté et d'autres sur Stop statut de cohabitant, il y a plusieurs choses qui sont passées. Du point de vue des représentants de la plateforme, on a été auditionnés à la Chambre sur une thématique qui était en lien avec l'individualisation des droits sociaux et plus spécifiquement sur la question du statut de cohabitant. Ça a été un élément. Il y a une deuxième chose aussi qui est fort important, c'est qu'en fait, suite à différentes pressions, notamment issues de la société civile, il a été demandé à la Cour des comptes de chiffrer le coût de la suppression du statut de cohabitant. Donc on est arrivé à ce chiffre de 1,86 milliard. Il y a eu aussi la possibilité d'essayer d'avancer vers une proposition de loi pour aller vers la suppression du statut de cohabitant. Malheureusement, ça n'a pas été suivi dans les faits. Et en plus de ça, il y a eu toute une série d'actions, enfin plus spécifiquement une action en justice par rapport à une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour voir si le statut de cohabitant dans sa dimension chômage était discriminante. Bref, ça c'est toute une série d'actions qui sont tenues durant, je vais dire, ces deux dernières années. Donc le côté positif, c'est, je pense, on a encore plus pu mettre le statut de cohabitant et sa suppression à l'agenda politique. On voit que du côté francophone, c'est quasiment une revendication qui fait consensus, peut-être un peu moins dans les modalités spécifiques, mais sur le fond, c'est assez apprécié. Un peu moins pour le MR, évidemment, qui est plus soucieux, moins, je pense, sur la dimension philosophique de la démarche que sur l'aspect financier. Mais évidemment, la difficulté qu'il y a, c'est du côté néerlandophone, parce que cette question-là ne vit pas du tout de la même manière. Non seulement parce que c'est une région qui est plus riche, donc qui touche potentiellement moins de personnes si on regarde de manière progressive les choses. L'autre aspect, c'est qu'il y a une dimension peut-être un peu idéologique aussi qui joue derrière. Et ça, c'est le gros problème que nous, on a actuellement. Donc, en fait, quand on a eu les auditions à la Chambre, le sentiment qu'on avait, c'est que du côté néerlandophone, ils n'étaient pas hostiles sur la mesure en soi. Mais très vite, la question du coût budgétaire venait sur le tapis. Et potentiellement, certains commençaient à dire, oui, mais si on avance vers ça, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, nous, on veut tout revoir et pourquoi pas aller vers une limitation des allocations de chômage dans le temps, et ce qui évidemment est pas du tout accepté par beaucoup de gens, notamment des associations du point de vue francophone. Donc voilà où on en est actuellement. C'est vraiment un point qui, dans le programme des partis, est mis peut-être encore plus que jamais en avant, mais où on voit toujours que la négociation au niveau fédéral risque d'être compliquée pour faire passer la mesure, quoi.
Et le fait qu'on soit justement une veille d'élection fédérale, c'est dans 10 jours. Comment vous voyez les choses par rapport au fait qu'on va avoir de nouvelles personnes élues ? Est-ce que vous pensez que le débat va se poursuivre par la suite ou bien est-ce qu'il faudra repartir d'une page blanche ? Comment vous voyez les choses ? Oui, mais c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on n'a pas une boule de cristal par rapport aux résultats des élections. La crainte qu'on a quand même quand on voit différentes informations qui sont sorties, notamment l'évolution d'un programme plus à droite de certains partis, et notamment en Flandre, c'est qu'évidemment ça n'aille pas dans le sens de la revendication ici. Néanmoins, on pense toujours que de notre côté on doit toujours se battre par rapport à ça, sinon on doit changer de boulot tout simplement. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a bien vu ces dernières années qu'il y avait quand même beaucoup de brèches qui étaient apparues par rapport au statut de cohabitant. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel nous on estime qu'on a une base pour pouvoir avancer. On l'a vu dans le cadre des inondations, on l'a vu dans le cadre de la crise Covid, on l'a vu dans la crise ukrainienne. Ça c'est trois exemples concrets où il y a eu des avancées, pas nécessairement vers la suppression du statut de cohabitant, mais sa suspension, et dans d'autres cas de figure, comme notamment tout ce qui touche le statut des travailleurs dans les arts en chômage, que ce soit sur la GRAPA, que ce soit les personnes qui forment un couple avec une personne handicapée, que là aussi, il y avait des mesures structurelles qui allaient vers une suppression, dans certains cas de figure, du statut de cohabitant. Donc nous, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on puisse se baser sur ces brèches pour avancer, pour avoir de nouvelles avancées à chaque fois. Et ça reste quelque chose qui est, à mon sens, tout à fait possible. Ça va dépendre évidemment de la majorité qui sera en place après, mais c'est quelque chose qu'on attend vraiment des partis progressistes et de gauche, c'est qu'ils puissent un peu quelque part capitaliser sur ces brèches pour les accentuer. Et nous, à terme, la stratégie, c'est de prendre à chaque fois tout ce qui est possible pour avancer et qu'on se rende compte qu'à un moment donné, il y aura tellement d'exceptions par rapport à ce statut de cohabitant que quelque part, c'est plus possible de le maintenir tel quel. Ça va devenir plus difficile de maintenir ces exceptions que de le supprimer tout simplement. Alors au CAL, cette année, on a une campagne d'éducation permanente qui tourne autour de la précarité et de la cohésion sociale, où en fait on dit clairement que la suppression de la pauvreté, c'est une question de choix politique, de priorité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, du coup, on n'en est pas encore au moment où la suppression du statut de cohabitant, c'est une évidence, c'est pas encore la priorité des politiques ? C'est comme pour beaucoup de choses. Je pense que c'est une priorité quand on voit dans les programmes, c'est le cas pour un certain nombre de personnes, mais très vite, quand on va dans la négociation, c'est malheureusement pas toujours ce qui est mis en numéro 1 ici. Donc là, c'est vraiment une difficulté. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites quand on dit, et je pense que l'illustration du coût du statut de cohabitant va vraiment dans ce sens-là. Quand on nous disait c'est pas possible, c'est trop cher, etc. Le bon côté, vraiment l'avancée, une des avancées majeures de ces 2 dernières années, c'est qu'on a pu le chiffrer. Et quand on parle de 1,86 milliard, ok, ça reste une somme qui est importante, mais ça montre bien que par rapport à l'ensemble du budget de l'État, etc., c'est pas une somme qui est inatteignable. Donc je pense que là, c'est une des avancées vraiment qu'on a eues, c'est que maintenant on a des chiffres qui sont reconnus par la Cour des comptes, etc., qui peuvent aller encore plus dans l'idée de se dire, l'argument de se dire ça coûte trop cher, c'est plus tenable. Pour nous, c'est une chose. Et la deuxième chose, comme vous le dites, c'est qu'effectivement, ça dépend d'une volonté politique d'avancer réellement sur le sujet. Donc là, du côté des partis francophones, ils nous ont montré que dans les programmes, ça allait être le cas. Maintenant, ce que nous, on attend d'eux, c'est que vraiment, concrètement, dans les négociations, comme certains l'ont annoncé, on espère que ça se confirmera vraiment dans les faits et que la lutte contre la pauvreté et contre les situations difficiles vécues par, je crois que les cohabitants, vous avez cité le chiffre de 300 000, je crois que c'est même presque 500 000 personnes qui sont concernées aujourd'hui, qu'on tienne compte de ces situations pour avancer vers clairement une amélioration de la situation et une réduction de la pauvreté. Oui, de toute façon, vous serez là pour faire un peu le rôle de vigie et rappeler aux politiques leurs responsabilités dans l'avancée de ce dossier-là, en tout cas. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu, que ce soit avec le réseau Allons, que ce soit avec PAC, avec qui on a eu la campagne commune, dans nos différents contacts politiques, le MOC, c'est évident, dans les différents débats qu'on a eus et la veille qu'on fera par rapport au suivi des négociations électorales, etc., le statut de cohabitant, ce sera une de nos priorités absolues. Donc nous, on va clairement pas lâcher le morceau. Et j'aimais bien aussi utiliser peut-être deux termes que j'avais entendus d'Ariane Esten et de Christine
Mailly pour le réseau wallon. Christine Mailly, elle disait toujours qu'on devait toujours se battre, nous comme association, contre tous les éléments qui disaient oui, le statut de cohabitant c'est important, mais ça coûte trop cher, oui c'est important, mais avec les néerlandophones, etc. Et nous, l'idée c'est qu'on doit toujours déconstruire tous les oui mais pour avancer en disant non, c'est une priorité absolue. Et le deuxième élément qui me vient en tête, Ariane Esten, la présidente du MOC, elle disait toujours que pour lutter par rapport à le risque d'avoir une extrême droite plus fort en Belgique et même en Wallonie, etc., on a besoin de mesures antisismiques, d'obtenir de nouveaux droits. Et le statut de cohabitant, il répondrait vraiment à cette demande-là pour justement améliorer la situation de la population et pour lutter concrètement avec une mesure réelle, palpable, contre l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez du coup revenir un petit peu sur cette plateforme Stop Statut Cohabitant et nous dire exactement en quoi ça consiste ? Oui, donc l'intérêt de la plateforme, c'était de relier, de mettre ensemble toute une série d'associations qui luttaient pour la suppression du statut de cohabitant. Je pense qu'aujourd'hui, on est à plus de quelque chose comme 170 organisations qui ont rejoint cette plateforme et la possibilité de signer une pétition en ligne pour soutenir la suppression du statut de cohabitant. Donc ça, j'imagine qu'il y aura la possibilité de mettre la référence potentiellement en ligne, c'est stop-statut-cohabitant.be. Et là, évidemment, plus on est nombreux, que ce soit par rapport aux associations, mais aussi aux personnes individuelles à rejoindre cette plateforme, mieux c'est évidemment dans le rapport de force politique. Voilà. On va mentionner le lien sans problème. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Julien Gras, pour cette interview. Merci beaucoup.